Le MMA est un sport violent. Je pense que personne ne dira le contraire. De base, l'UFC, l'organisation majeure du sport, a été créée il y a 30 ans selon les règles suivantes. On met deux gars dans une cage et on voit ce qui se passe. Deux hommes rentrent, un seul sort. L'objectif étant de déterminer quel est le style de combat le plus efficace dans un affrontement aussi primaire, bestial et réaliste que possible. Cependant, le sport a évolué. Le style bourrin a fini par se faire remplacer par différentes écoles. Maintenant, le monde du MMA est globalement dominé par l'intelligence de combat. Et le mot d'ordre est comment gagner en prenant le moins de risques possible. Bon, rassurez-vous, l'homme qu'on va voir aujourd'hui n'est visiblement pas au courant de cette évolution. Il combat encore comme si le seul moyen de finir un match était le coma absolu d'un des deux participants. Joe Rogan, plus grand podcasteur au monde et commentateur à l'UFC, dit de lui que dans un sport intrinsèquement violent, il se démarque comme étant le plus violent. Mesdames et messieurs, voici le combattant le plus enragé du sport le plus brutal de la planète, celui que l'on surnomme le Highlight, Justin Gaethje. Bon, je vais vous le présenter rapidement. Justin Gaethje, de base, c'est un lutteur américain ayant commencé la lutte à seulement 4 ans. Pour vous donner une idée de son niveau, il lutte en division 1 panaméricaine. En gros, il est top 7 national dans un pays qui compte environ 2 millions de lutteurs. Pas mal. Il affronte parmi les meilleurs de l'histoire, par exemple Jordan Burroughs, champion olympique et multiple champion du monde, et lui donne du fil à retordre. Clairement, Justin Gaethje est très prometteur. Le problème, c'est que la lutte, ça ne paye pas super bien, et c'est très difficile d'en faire une carrière. Mais bon, on vient d'en parler, un autre sport pourrait faire l'affaire, le MMA. En effet, un grand nombre de lutteurs se reconvertissent en combattant d'arts martiaux mixtes, la lutte étant l'art martial le plus efficace dans le combat de la cage. Le plus efficace pour une raison toute simple en fait. En gros, le MMA est divisé en 3 phases de combat. D'abord, le pied-point, ou striking. Les deux combattants sont debout et cherchent à mettre KO l'adversaire. Cette phase est globalement dominée par les kickboxers, puisqu'au fond, c'est du kickboxing avec des gants de MMA. À l'opposé, le grappling, le combat au sol, et le terrain de chasse des pratiquants de jiu-jitsu brésilien. L'objectif ici étant soit de contrôler la position pour frapper, ce que l'on appelle ground and pound, ou alors de soumettre l'adversaire avec un étranglement ou une clé articulaire. Une conclusion apparaît alors évidente, le vainqueur du combat est celui qui maîtrise le mieux où celui-ci se déroule, debout ou au sol, en contrôlant la phase de milieu, la lutte. Parce que si on devait résumer la lutte, il s'agit d'amener son adversaire au sol et de l'empêcher de nous faire la même chose, c'est-à-dire savoir garder le combat où on le souhaite. La lutte est donc le moyen le plus pratique pour contrer les forces de l'adversaire. Si ce dernier est un boxeur, le lutteur peut choisir d'amener le combat au sol, où le boxeur se fera asphyxier comme un poisson hors de l'eau, ou alors d'empêcher un jutsuka d'utiliser son style de combat en stoppant toutes ses tentatives d'amener au sol. La stratégie employée par 99% des lutteurs consiste alors à apprendre vite fait la boxe pour suivre debout. Dès que possible, amener le combat au sol pour contrôler l'adversaire et lui distribuer quelques coups une fois en position dominante. Un tel mode opératoire permet de réduire les dommages en profitant de l'avantage inégalé des lutteurs au sol en termes de contrôle des positions. Enfin ça, c'est si Justin Gaethje n'était pas un sauvage qu'au plus profond de son âme. Oui, parce qu'à partir de maintenant, sa lutte hallucinante ne lui servira plus qu'à une seule chose, empêcher son adversaire d'amener le combat au sol. Maintenant, on va rester debout. Maintenant, on va voir qui tombera en premier. Justin Gaethje 1.0 n'a plus qu'un objectif en tête, frapper ou être frappé, mais surtout ne pas s'ennuyer. Il le sait et le répète à qui veut l'entendre, son style finira par se payer très cher. C'est impossible de prendre autant de coups et de ne pas finir KO un jour ou l'autre. Je veux dire, regardez ça. Pour nous, c'est un combat ultra violent, une dinguerie, le genre de match dont on parlera encore pendant des années. Pour lui, c'est lundi. Le problème, c'est que Gaethje vient de la lutte. Il n'a donc aucune expérience dans le combat debout. Le premier boxeur venu le mettrait KO s'il s'obstine à vouloir l'affronter sur son terrain. Et c'est là qu'on va voir pourquoi son style est une combinaison parfaite entre la folie et le génie. Tout à l'heure, j'ai dit que le pied-point était le territoire des boxeurs et qu'un affrontement était en général remporté par celui qui maîtrisait le mieux le domaine où le combat se déroulait. Bon, j'ai menti parce que si c'est vrai dans 99% des cas, le meilleur boxeur met KO le moins expérimenté. Il reste une part de hasard. Oui, théoriquement, tout le monde peut coucher tout le monde, il suffit d'un seul coup. Pourquoi ça ? Parce que le pied-point fait intervenir la mi-distance, ou distance de frappe. Quand deux combattants sont en capacité de toucher l'autre, ils sont suffisamment proches l'un de l'autre pour frapper, mais en contrepartie, ils sont aussi à portée de l'adversaire. C'est une distance très dangereuse donc, puisque c'est un pile ou face à qui touchera le premier. La majorité des combattants préfèrent donc rester hors de portée, et, quand ils ont décidé qu'ils avaient une opportunité pour attaquer, sans trop prendre de risques, ils cassent la distance, entrent en distance de frappe, font leur combinaison et ressortent aussi vite que possible, pour éviter de se faire contrer. Gaethje, lui, avance et essaie de passer l'entièreté du combat à cette distance. Vous commencez à voir pourquoi ce gars est fou. On le rappelle, une défaite en MMA, ce n'est pas ça. Non, c'est ça. Et il joue sa conscience sur un 50-50. Un jour, ça pourrait très mal finir. Mais l'intérêt pour lui est que dans une distance aussi aléatoire que celle-ci, le combat ne penchera plus forcément en faveur du plus technique, mais au contraire bénéficiera à celui qui sait le mieux conserver son sang-froid. Pour que ce ne soit pas un suicide absolu, Gaethje fait quand même quelques ajustements, tenant une garde haute pour arrêter la majorité des coups en direction de sa tête, et comptant sur ses capacités d'encaissement hors normes pour celles qui passeraient au travers. Ce style durera quelques temps, sur ses 8 premiers combats. En effet, en début de carrière, les adversaires sont de calibre local, et il est donc possible pour un bagarreur peu technique de s'en sortir. Le problème, c'est que maintenant Gaethje vient d'entrer au WSOF, et s'il continue sans s'adapter, il court tout droit au massacre. On l'a dit, chaque échange est théoriquement un pile ou face, où les deux jouent leur conscience à chaque fois. Dans la réalité, c'est plus complexe, car en général, l'échange se fait, puis l'un des deux se met hors de portée, et on relance la pièce au prochain échange. Sauf que si on fait comme ça, un combattant avec des déplacements corrects pourrait punir le fait que Gaethje ne soit doué qu'en mi-distance.
Comment faire pour influencer les chances en sa faveur? Il faudrait que chaque minute qui passe fasse pencher l'issue du combat de son côté, diminue les capacités de déplacement de l'adversaire et lui fasse envisager d'abandonner. On commence à comprendre pourquoi la majorité de ses adversaires craquent. Justin vient de résoudre le problème. Chaque low kick réduit les capacités de son adversaire, l'empêche de fuir les échanges et parfois même permet de terminer le combat. Pour résumer, Geji vient de découvrir l'investissement dans un combat, c'est-à-dire qu'il a compris qu'un combat ne se passe pas sur un instant, mais qu'il va durer. Plus besoin donc d'essayer de passer le KO à chaque échange. Ce n'est pas un low kick qui changera la donne, mais l'accumulation des dommages dans la jambe qui vont lentement mais sûrement paralyser son adversaire, le laissant un peu plus vulnérable à chaque fois. Terrifiant. C'est donc ce rouleau compresseur qui finit par être repéré par l'UFC. À ce moment, il n'est allé à la décision que 2 fois dans sa vie, il est invaincu, spectaculaire, les fans l'adorent. Bref, l'UFC sait qu'il peut devenir une superstar. Et, comme ils prennent toujours soin de leur poule d'or, ils décident de l'accueillir avec un combat facile contre un combattant moyen, pour qu'il puisse gagner sans trop de risques. Non, pas du tout, ils le mettent face à Michael Johnson dit La Menace, actuel top 5 mondial. La Menace porte bien son nom. Au moment du combat, il est le seul à avoir un peu résisté à Khabib, battu Tony Ferguson et mis KO Dustin Poirier au premier round. C'est probablement l'un de ces combattants qui aurait pu battre n'importe qui sur une bonne soirée. Très bon lutteur mais surtout boxeur terrifiant, aux mains extrêmement rapides, c'est simple. Son plus gros défaut sur toute sa carrière aurait été un manque de régularité dans ses performances. Mais s'il avait su maintenir son niveau, on en parlerait aujourd'hui comme d'un multiple champion du monde. C'est donc un pari très risqué pour Geji, parce que la différence de niveau entre les autres organisations et l'UFC est énorme. Il joue donc à qui tout double. Soit il rentre en grande pompe dans la meilleure organisation mondiale en battant le numéro 5, soit il détruit sa carrière et sa santé de manière spectaculaire. S'il y a des enfants qui regardent, il est peut-être temps de les se coucher. C'est bon? Ok, lâchez la bête. Massive one for Johnson. Gaethje stood up. Oh, that's a right hand. Gaethje's still on his feet. He may not know where he is, but he's standing up. Johnson's hurt. He knows he's got him tired. Still classic no matter what happens. 11 rounds. They make 5. That's it. He cannot. Bienvenue à l'UFC, Justin Geji. C'est une entrée réussie donc, puisque ce combat est élu le combat de l'année 2017, les fans de l'UFC le découvrent, son style berserker lui assure une popularité immédiate et monstrueuse, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, pour notre lutteur reconverti. Bon, vous vous souvenez quand Justin disait que son style lui coûterait cher ? Pour son deuxième combat à l'UFC, il est mis face à Eddie Alvarez, ancien multiple champion du monde et lui-même bon psychopathe dans l'âme. La différence avec ses précédents adversaires, c'est que l'Underground King a connu les guerres. Il sait ce que le mot violence veut dire, et traverser l'enfer pour ramener la tête du diable sur une pique, c'est parfaitement dans ses cordes. Tout le monde sait que ce combat sera d'une violence inégalée. Et d'ailleurs, ça se ressent ce soir de décembre 2017 à Détroit. La foule sait qu'elle doit s'attendre à une folie. L'ambiance est électrique, quand les combattants rentrent dans la cage, l'excitation est à son comble, l'octogone se ferme. C'est parti. Les deux chiens enragés se jettent l'un sur l'autre et chacun tente d'arracher la tête de celui qui a l'audace de se présenter en face. Bien vite, la violence des low kicks pèse sur les jambes d'Eddie Alvarez, dont la femme s'époumonne au premier rang en voyant son mari perdre petit à petit sa capacité à marcher. Ouais, je sais, c'est pas un détail technique mais ça me fera toujours rigoler. Bref, le combat semble prendre la direction de tous les combats de Geji, à savoir une lente descente aux enfers, d'autant plus que le visage d'Eddie Alvarez n'a probablement jamais été aussi déformé de toute sa vie. Ses jambes prennent une quantité de dommages hallucinante qui indique une défaite imminente dès le deuxième round. Sauf que je n'ai pas autant chauffé Alvarez pour rien. Cette chaîne se veut être un hommage aux génies tactiques des grands combattants de la cage, et Eddie Alvarez en fait partie. Si Geji semble avoir trouvé la solution grâce à ses low kicks monstrueux, Alvarez quant à lui a également une ouverture. Vous vous souvenez de la garde haute de Geji qui protège au mieux sa tête dans les échanges chaotiques? Elle marche pour une raison toute simple. Dans la tornade des échanges, l'adversaire perd ses moyens et s'obstine à viser la tête de Geji, en espérant arrêter d'un seul coup la folie furieuse du combat. Sauf que tout le corps est exposé. Et ça n'a pas échappé à Eddie Alvarez. Bientôt, le combat se joue entre les deux écoles d'investissement du pied-point. Celle des low kicks, qui mise sur la diminution des capacités de déplacement de l'adversaire, et celle des coups au corps. Pour ceux qui connaissent mal, sachez simplement que même si un coup au foie ou au sternum peut provoquer un KO immédiat, le véritable intérêt d'attaquer au corps est le fait que c'est extrêmement fatigant. Même les meilleurs cardio s'effondrent face à des assauts répétés dans les tripes. Et effectivement, pour la première fois, le char d'assaut semble ralentir. Le rythme descend doucement et sûrement, la stratégie paye. S'ensuit alors une guerre d'attrition. Qui des jambes d'Eddie Alvarez ou du corps de Geji tomberont en premier? C'est finalement notre personnage principal qui s'effondre sur un coup de genou envoyé avec une violence inouïe dans un combat d'une sauvagerie inégalée. Une défaite comme celle-ci pourrait briser la carrière de la quasi-totalité des combattants, en tout cas inciter à prendre une pause. Mais pas Geji. 4 mois plus tard, il tente de se relancer face à Dustin Poirier. Grave erreur.
Si face à Alvarez le combat était équilibré, les deux combattants étaient au coude à coude. Ici Gaethje n'a pour lui que les low kicks, il se fait complètement dominer dans tous les autres domaines. En anglaise notamment, c'est simple, il n'y a qu'au deuxième round où Dustin Poirier n'a pas au moins le double de frappes à la tête. Il reprend un KO au quatrième round au terme d'une guerre monumentale. Et petite parenthèse, je n'épilogue pas trop sur ce combat, et si vous ne l'avez pas vu, c'est un chef-d'œuvre de violence, je vous le conseille. Est-ce que ça veut dire que ça y est? C'est la fin? Justin aurait été incroyablement divertissant, mais il faut se rendre à l'évidence, il n'aurait jamais pu tenir, trop de dommages accumulés, et au fond, il n'avait pour lui que son endurance et sa capacité à encaisser. Maintenant qu'il n'en a plus, c'en est fini de lui. C'est sur ce moment au fond du trou qu'on va devoir se séparer, la vidéo est déjà beaucoup trop longue, je me suis rendu compte en la faisant qu'il me faudrait faire 2 parties, mais la suite est en cours d'écriture et sortira avant l'UFC 291. On verra en détail comment il a remonté la pente avec la méthode qu'il utilise aujourd'hui pour démembrer ses adversaires de manière bien plus sophistiquée et qui pourrait lui permettre de prendre sa revanche face à Poirier ce 30 juillet. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à nous dire si vous avez aimé en commentaire ou par un pouce, à la prochaine pour la partie 2.